Eh bien, cher Monsieur le Président Malos, chers membres du Comité économique et social européen, Mesdames et Messieurs, d'abord, si vous ne m'entendez pas bien, si l'acoustique n'est pas bonne, si la traduction n'est pas satisfaisante, donc sera certainement très compétente, faites-moi signe, parce que je ne voudrais pas que vous fassiez des efforts excessifs pour m'entendre. D'abord, je vous remercie, Président, de m'avoir invité à venir vous parler de l'Europe aujourd'hui, dans cette belle ville de Bruxelles, carrefour de l'Europe. Nous sommes ici dans le bâtiment nommé Charlemagne de la Commission européenne et j'espère que l'esprit unificateur de cet Européen précurseur, avec d'ailleurs des méthodes de gouvernement assez différentes de celles que nous pratiquons à l'heure actuelle, veillera sur nous tout au long de cette session plénière. Dans un livre assez, même tout à fait remarquable qu'a publié le diplomate et penseur Hendrik Kissinger, qui s'appelle World Order, l'ordre du monde, il indique que l'apparition de l'Europe, après la chute de l'Empire romain et toutes les vagues de grandes invasions, c'est en réalité le règne de Charlemagne. Ce Charlemagne qui était franc au point de vue de sa tribu, mais qui vivait à la fois aux frontières de la Belgique et de l'Allemagne, qui avait réussi à faire une unification très large du continent européen et qui a ensuite partagé son empire entre ses trois fils. Et ce partage a été l'origine des guerres qui se sont poursuivies jusqu'en 1945. Alors, vous m'avez demandé de réfléchir à la question « Quelle perspective pour l'Union européenne ?» C'est-à-dire remettre les événements européens, le découlement des événements, dans une perspective longue. Pas simplement le commentaire de ce qui arrive, des problèmes, etc., mais la perspective. Et j'y répondrai en deux temps, par un constat, où en sommes-nous, et par un projet. D'abord, le constat. Il est assez difficile à faire et il s'est exprimé de manière assez confuse, il faut le dire, au cours des dernières élections européennes. Je crois que ce constat, c'est de dire que l'Europe existe, elle existe, mais elle ne se porte pas bien. Alors, elle existe, et on a un peu tendance à sous-estimer l'importance de son existence. Elle comprend, comme chacun de vous le sait, 28 États membres qui regroupent 505 millions de citoyens. Son produit intérieur brut, d'après les chiffres de la communauté internationale, s'est élevé en 2013 à 16 950 milliards de dollars, ce qui la place devant les États-Unis, juste devant les États-Unis, et loin devant la Chine. La Chine, à l'heure actuelle, a un PIB de l'ordre de la moitié du PIB de l'Union européenne. Elle tient le premier rang mondial en termes de commerce extérieur, à la fois sur le plan des exportations et des importations. Et sa monnaie, l'euro, est stable,
Elle a bougé récemment, et d'ailleurs correspondant à la politique de la Banque centrale européenne et aux souhaits de certains milieux économiques, et elle est actuellement de l'ordre de 1,24 $, c'est-à-dire toujours au-dessus de son cours d'introduction, qui était 1,17. Donc toute personne qui a échangé une monnaie nationale contre l'euro, y compris les Allemands, a gagné à l'échange. Mais ce fort potentiel de l'Europe, si on voit cette description, se voit frappé par la crise économique, qu'il a atteint de plein fouet, par surprise, parce qu'il faut tout de même se rappeler que personne ne l'avait prévu et qu'il n'y a eu aucune mise en garde et aucune préparation, en réalité. Et elle n'a pas été malheureusement gérée efficacement par le système. Le taux de chômage est à l'heure actuelle dans l'Union européenne au niveau de 12%. C'est le plus haut niveau du monde industriel. Donc, nous sommes à la fois la première puissance économique, mais nous sommes aussi celle qui connaît le taux de chômage le plus élevé, avec d'ailleurs des pointes dans certains pays ou dans certains segments de la population, notamment la jeunesse, qui sont parfois encore supérieurs. En France, le taux de chômage a atteint 10,3% cette année, en progression de 3 points depuis 6 ans. Et dans l'Union, près de 5 millions de jeunes Européens de moins de 25 ans sont à l'heure actuelle sans emploi, ce qui constitue à la fois une perte économique et sociale considérable, mais aussi un traumatisme pour les intéressés qui se voient privés de conditions normales d'activité, d'existence et de rémunération. Et cette insécurité économique est fortement ressentie par les segments de la population que représente votre comité, à savoir les travailleurs, les employeurs et les acteurs de la société civile. Dans un monde de plus en plus ouvert, avec d'ailleurs une globalisation et une dérégulation qui sont allées très vite. Et on peut s'interroger sur le point de savoir si cette précipitation était justifiée. Et pour ma part, je doute qu'elle était justifiée en matière financière et bancaire. Donc dans ce monde de plus en plus ouvert, avec une économie mondiale de plus en plus globalisée, où tout est interconnecté et donc réagit dans l'instant même, la crise qui frappe les Européens engendre un phénomène de repli sur soi. C'est-à-dire, au lieu de s'ouvrir à l'extérieur, dans ce monde qui se globalise, il y a un phénomène psychologique de repli sur soi. En témoigne la montée des identités nationales ou régionales et la poussée des formations eurosceptiques. On en voit la trace successive dans les différentes consultations politiques ou référendaires des pays européens. Et ces tendances sont encouragées par l'insistance avec laquelle la plupart des gouvernements expliquent que toutes les difficultés rencontrées proviennent de Bruxelles et non, bien entendu, des défaillances des gouvernements nationaux.
Le problème, c'est que ce trouble, qui est profond, et qui est répandu dans l'opinion publique européenne aux différents étages en fait, de la société, alimente une vision extérieure négative qui présente à l'heure actuelle l'Europe comme l'homme malade de la planète. Et cette vision est alimentée par une campagne quasi permanente des grands médias anglo-saxons. Alors, qui peut encore rêver d'Europe dans ces conditions? Car l'objectif, qui était un objectif très heureux, a été perdu de vue. Je me souviens, quand nous avons terminé la séance d'ouverture de la Convention européenne, et quand nous avons parlé de rêver d'Europe, toute la salle a applaudi. Il y avait un potentiel de rêve disponible pour l'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dispositif européen a commencé par avancer en ligne droite à partir de son origine, c'est-à-dire la déclaration de Robert Schuman en 1950, dans la direction voulue par les pères fondateurs Robert Schuman, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak et Alcide de Gasperi, qui, dans des pays différents, avaient une vision commune. Ce mouvement linéaire, ce progrès, s'est poursuivi depuis 1950 jusqu'à 1990, jusqu'à la signature du traité de Maastricht, 1992 exactement. Et à partir de là, il a été remplacé par un mouvement circulaire confus, sans vision ni méthode. Je dis dès le début des années 1990, car le traité de Maastricht de 1992 est le dernier bon traité européen. C'est d'ailleurs un très bon traité. Si vous avez l'occasion de le relire, de le feuilleter, c'est un traité qui a été très bien négocié avec beaucoup de soin et dont les dispositions sont à la fois réalistes, raisonnables et tournées vers l'avenir. Mais après, très vite, nous sommes entrés dans une phase de grand tâtonnement, d'un élargissement sans doute souhaitable, naturellement, mais mal préparé et mal présenté aux opinions publiques, et de réformes institutionnelles indispensables et qui n'ont jamais eu lieu dans l'Europe élargie. Nous gardons le système institutionnel de l'Europe à 6, alors que nous sommes 28. Quand on a créé le Conseil européen en 1974, décembre 1974, l'idée était de réunir dans la même pièce 9 personnes pour prendre des décisions nécessaires à la vie et au progrès de l'Europe. Et à l'heure actuelle, quand le Conseil européen se réunit, il y a plus de 100 personnes, ce qui rend naturellement impossible toute décision efficace et toute prise de décision. Alors, cette période d'après Maastricht cristallise aussi plus clairement une idée que vous devez avoir et qui malheureusement n'est pas très clairement perçue, qui est la coupure de l'Europe en deux ensembles. Le mot d'Europe recouvre apparemment une réalité commune, mais il y a en fait deux ensembles. Premier ensemble, c'est l'héritière de la zone de libre-échange
qui a été la réponse de la Grande-Bretagne et des pays scandinaves à la proposition de créer le marché commun. Lorsque la proposition a été faite, elle a été adressée à tous les États européens, y compris ceux qui à l'époque étaient derrière le rideau de fer et qui malheureusement n'ont pas pu répondre, mais ça a été adressé à tous les États de l'Europe, de l'Ouest et du Nord. Et un certain nombre d'États ont accepté, au nombre de 6, les autres ont refusé. Principalement la Grande-Bretagne et plusieurs États scandinaves. Leur thèse étant de dire, nous sommes pour une zone de libre-échange, nous voulons voir disparaître les obstacles aux échanges de marchandises, c'est-à-dire les droits de douane, les contrôles administratifs de toute espèce, mais nous ne voulons pas aller plus loin. Et pendant ce temps, il y avait un autre groupe qui se situait dans la culture Robert Schuman, Monnet et Adenauer, qui était de dire nous voulons aller plus loin, nous voulons intégrer progressivement les économies européennes. Donc nous avons à l'heure actuelle les deux projets. Le premier projet, c'est-à-dire la grande zone de libre-échange, d'abord curieusement, elle est appelée sans doute à s'élargir encore davantage. Dans la culture du milieu politique et parlementaire européen, en effet, il y a une sorte d'inclination, de préférence donnée à de futurs élargissements. Et bien que le système soit à l'heure actuelle déjà très grand et relativement peu organisé, la zone est sans doute appelée à s'étendre davantage. Et par contre, ses membres continueront de refuser l'intégration, comme l'expriment les Britanniques, ce qu'ils font depuis l'origine, qu'ils n'ont pas un changement, mais aussi d'autres pays membres et des pays tout à fait respectables. Cette Europe des 28 a néanmoins des tâches à accomplir. Elle ne pourra pas rester dans l'état où elle se trouve. Elle est obligée de réformer ses institutions, c'est-à-dire de créer un système beaucoup plus performant et en même temps de respecter les traités mieux qu'elle ne le fait. L'Europe à 28, en matière de compétences, n'a que 3 compétences exclusives, qui sont le commerce international, la concurrence et les activités maritimes. Au-delà, ce ne sont pas des compétences propres de l'Union, ce sont des compétences qu'elle a plus ou moins acquises par une interprétation très souple des traités, en réalité, et elle doit revenir au respect plus scrupuleux des traités. Et d'autre part, elle doit réformer ses institutions. Lorsqu'on a réuni la Convention européenne il y a donc un peu plus de 10 ans, il avait été convenu que la Commission serait ramenée à 13 membres. Et on avait imaginé peut-être 2 de plus, 13 membres, plus le commissaire chargé des affaires extérieures et plus le président de la Commission, donc ça faisait une quinzaine. C'était approuvé par la Convention. Ça a été recommandé par les anciens gestionnaires de la Commission les plus compétents, notamment Jacques Delors, qui disait mais c'est une limite à ne pas dépasser. Et, comme vous savez, on n'a rien fait. Nous nous retrouvons avec une commission actuellement composée de 28 membres, qu'on essaie d'ailleurs de réorganiser à l'intérieur. Alors, ça, c'est l'Europe à 28, dont vous faites partie, dont nous faisons partie, qui est une Europe commerciale, qui a d'ailleurs de grands dossiers à traiter, notamment celui du problème complexe d'une éventuelle zone de libre-échange
entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Mais à côté de ce grand ensemble, et à l'intérieur du groupe, il y a un groupe d'États qui estiment qu'ayant adopté une monnaie commune, ils doivent désormais mettre en œuvre une politique économique commune. Cette idée est d'ailleurs dans l'air depuis le traité de Maastricht, car elle figure dans le traité. Les grands hommes politiques de l'époque, le chancelier de l'Allemagne fédérale, les présidents de la République, les chefs de gouvernement ont tous dit, quand on a adopté l'euro, on ne peut pas se contenter d'adopter l'euro, il faut une politique économique symétrique, sinon le système éclatera, en 1992, et malheureusement, on n'a pratiquement rien fait. Je ne peux pas entrer dans le détail, il y a eu une tentative, comme vous savez, par ce qu'on a appelé le pacte de stabilité, qui était un projet raisonnable, mais qui a été malheureusement abandonné publiquement par la France et par l'Allemagne dans les années 2003. Et on s'est retrouvé avec la monnaie sans politique économique complémentaire. Le résultat s'est retrouvé dans la crise. Bon, on ne peut pas attribuer la crise uniquement à cette situation. La crise avait des facteurs internationaux, avait des facteurs bancaires, comme vous savez, puisque les premières manifestations de la crise sont intervenues dans le système bancaire américain. Mais la crise a trouvé l'Europe dans une situation de grande fragilité, avec une monnaie commune bien gérée, et les économies nationales avec une gestion divergente. Les unes très laxistes, très dépensières, les autres plus rigoureuses, les unes avec un endettement considérable, les autres avec un endettement contrôlé. Bref, une situation assez décomposée. Alors, le projet qui paraît souhaitable, c'est de revenir à l'idée d'origine. Pour ce groupe, c'est-à-dire le groupe des pays qui souhaitent avancer dans l'intégration européenne, et de dire, eh bien, on va franchir de nouvelles étapes. Alors, quelles étapes? On a déjà l'union monétaire. On a aussi, bien qu'il y ait quelques difficultés d'application, l'union budgétaire, puisqu'il y a eu un traité voté et ratifié sur les limites de la politique budgétaire des États membres. Mais il faut aller plus loin, il faudrait ajouter une union fiscale, une union sur la dette, avec la création d'un trésor public et d'un mécanisme de solidarité financière, pour que l'ensemble de ce groupe de pays qui veulent l'intégration soit doté d'un système économique et financier performant. Si vous vous placez sur la trajectoire de l'histoire longue, naturellement, à l'heure actuelle, la multiplication des informations, grâce au progrès de la technologie et de la diffusion instantanée de toutes les nouvelles, fait qu'on considère un peu moins l'histoire longue. Mais c'est dans l'histoire longue que se forment les grands changements. Vous constaterez qu'il n'y a plus aujourd'hui, en fait, aucune raison historique ou sociale à ce qu'il y ait des solutions aussi divergentes dans des pays si semblables. Les pays du noyau européen qui se trouvent dans la zone euro, sont des pays qui sont tout à fait semblables, reliés d'ailleurs maintenant par des liens de communication extrêmement étroits et rapides, avec des échanges intellectuels, universitaires considérables. Il n'y a plus aucune raison de fond à ce qu'ils conservent des systèmes aussi divergents dans des matières sensibles. Et donc, cela exige que l'Europe annonce
et propose de franchir une nouvelle étape de son intégration, car aucun des États qui la composent, même le plus grand, qui est l'Allemagne, ne peut prétendre jouer seul ce rôle. Il faut bien voir que l'Europe est née de la guerre et qu'à l'heure actuelle, elle doit s'achever à cause de changements de dimension du monde. Le monde est actuellement en voie d'être dominé sur le plan économique et même politique d'ailleurs par de grands ensembles. Les États-Unis d'Amérique, c'était déjà le cas, mais il s'en ajoute d'autres, désormais la Chine, désormais l'Inde, désormais certains pays d'Amérique latine, et la liste n'est sans doute pas finie. Il faut donc qu'il y ait en Europe une puissance économique à la dimension de ces nouveaux grands ensembles. Alors, qui participerait à ce projet? Tous les États de la zone euro dont les gouvernements soutiendront le projet. Ça ne peut pas être un projet obligatoire, il n'y a aucune raison de l'imposer, ça doit être un projet choisi. Et choisi par les gouvernements de la zone euro, c'est-à-dire des pays qui ont déjà une monnaie commune et qui savent qu'ayant une monnaie commune, ils doivent avoir une politique économique commune. Alors cela représente une douzaine de pays environ, les 6 pays fondateurs, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Finlande, l'Irlande et sans doute rapidement la Pologne qui est sur la voie de se rapprocher de l'union monétaire. Il pourra y en avoir d'autres s'ils expriment la volonté politique et économique de s'associer à cette démarche. Ce n'est pas une improvisation. Il ne s'agit pas, comme on l'écrit parfois, comme on le dit un peu vite, d'un retour en arrière à l'Europe des 12. Le traité de Maastricht a été signé à 12. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas de revenir à l'Europe des 12, mais c'est de revenir à l'esprit de l'Europe des 12, c'est-à-dire à l'esprit de l'intégration européenne. Et c'est bien l'expérience des 25 dernières années qui a démontré qu'on ne pouvait pas avancer vers plus d'intégration si les différences entre les situations économiques restaient excessives. Donc ces 12 États, ou plus il y a des candidats, constituant Europa, représentent à eux seuls 85% du PIB de l'Europe. Donc une masse très importante au point de vue de la production, de l'emploi, des échanges, et ainsi de suite. Et je répète, c'est une liste ouverte à ceux qui voudraient y participer et dont la population approuverait cette orientation. Je n'entre pas dans les détails parce que je ne veux pas lasser le président qui déjà se met à prendre des notes. Prendre des notes. Non, car il faut que la procédure d'adhésion soit plus stricte que les procédures que l'on voit jusqu'ici. Il faut qu'il y ait une majorité de la population, mais pas une majorité simple, pour décider que, par exemple, on change le système fiscal. Il faut une majorité forte. Donc une majorité de l'ordre de 60%, 65%. Il faut la faire confirmer par un référendum à l'entrée, en fait, pour que la population sache dans quelle direction on avance, mais sous ces réserves, le système restera ouvert. Alors, la tranche suivante d'intégration, après la monnaie qui est faite, le budget qui est en cours, avec quelques imperfections qui, j'espère, seront surmontées, c'est la fiscalité. C'est-à-dire que dans cette zone, tous les impôts frappant les revenus et le patrimoine des entreprises et des particuliers seront identiques, à l'exclusion de la fiscalité locale et régionale
qui continuera bien sûr de varier en fonction des programmes de développement locaux et régionaux. Mais comme dans tous les grands pays, parce que ça a l'air extraordinaire, c'est ce qui se passe partout dans le monde, dans tous les grands pays, la fiscalité nationale est la même partout. Si vous êtes aux États-Unis, vous payez les mêmes impôts nationaux à Los Angeles, à Washington, à Dallas, etc. Si vous êtes en Chine, vous payez les mêmes impôts nationaux à Beijing, à Pékin, à Hangzhou, à Chongqing, etc. Donc l'idée que nous avons, que nous gardons, que vous avez sans doute beaucoup, qu'il est normal que les impôts soient différents, est une idée dépassée, qui ne correspond plus à la réalité contemporaine. Il n'y a aucune raison qu'une entreprise installée à Milan, ou à Francfort, ou à Lyon ait des fiscalités différentes. Il est au contraire totalement normal qu'ils aient la même, et cela crée un grand espace économique, beaucoup plus lisse, beaucoup plus ouvert, à l'intérieur duquel on circule librement et où on peut exercer son activité économique à partir de choix économiques rationnels. Combien de temps faut-il pour le faire? Alors ça, c'est un sujet très difficile. Nous vivons dans un siècle d'impatience vis-à-vis de l'opinion publique. Si on dit cela, on dirait très bien, il faut le faire, donc allez-y, faites-le tout de suite. Ça n'est pas faisable très rapidement. On peut fixer un délai. Moi, je dis par exemple, terminer le voyage fiscal en 2030. Alors 2030, c'est un peu loin, naturellement, mais ça ne fait que 2 élections européennes, en réalité, et en général 2 élections nationales, pour réaliser un grand projet, pour tenir compte des réactions d'opinion, des ajustements nécessaires. Peut-être faut-il un tel délai. Peut-être qu'on pourra faire plus vite. Quand on a signé le traité de Rome sur la suppression des droits de douane et des contrôles aux frontières, il y avait une annexe qui prévoyait que pour un assez grand nombre de produits, on ne le ferait pas tout de suite et qu'on négocierait des délais qui pourraient porter sur des durées assez longues. Il se trouve que j'ai été pour la France négociateur de ces questions. Et en fait, on l'a fait très vite. On s'est aperçu que s'il y avait un grand courant, en réalité, pratiquement, il fallait que tout le monde suive. Et le traité de Rome a été appliqué dans les 2 ans, alors qu'on avait prévu des délais beaucoup plus longs. Cette unification fiscale sera la réaction la plus ressentie et la mieux vécue par la population d'Europe. Si on l'annonce à l'avance, comme toujours, les forces négatives se manifesteront et s'exprimeront, mais si on réussissait à le faire, plus personne n'accepterait de revenir en arrière vers des fiscalités nationales. Donc c'est un seuil à franchir qu'il faut franchir au cours des prochaines années. Cela permettra d'aborder le problème de la dette qui a été vécu comme assez irritant par certains pays, soit les pays les plus endettés, au prix des charges de la dette, soit les pays les mieux gérés, auxquels on demandait des contributions très importantes pour payer à la place des autres. Et ce système a un peu dégradé, en réalité, l'atmosphère européenne des 2 dernières années. Or, on ne peut pas avoir un système de dette commune si on a un système de budget différent et de déficit différent. Parce qu'on ne peut pas faire financer une même dette par des gens qui ont des déficits différents. Parce que c'est uniquement ceux qui ont des excédents qui paieront et ceux qui ont des déficits qui seront en dehors du système. On ne peut avoir une dette commune que pour des pays qui ont des finances publiques dans un état parallèle. Or, dans peu d'années, si on respecte les traités, ça sera le cas. Tous les pays de la zone euro ayant opté pour l'intégration auront appliqué pendant 3 ou 4 ans les règles budgétaires du traité, et à ce moment-là, en fait, les financements annuels nouveaux seront comparables dans tous les pays. Et il deviendra possible de les faire financer alors
par des bons européens. Ces bons européens devront être élus sous une signature européenne, ce qui amène à la création d'un trésor européen, National Treasury, ce qui est l'évolution, comme vous savez, qui s'est produite aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils ont commencé par avoir des dettes d'État, de chacun des États, puis ils les ont fusionnées et ils ont fait le trésor, et maintenant il y a une dette unique. Si cette évolution se produit en Europe, il est probable que les bons Européens, seront les plus recherchés dans le monde. Parce que la qualité de la signature des grands pays d'Europe sera plus certaine, plus sûre que celle des autres partenaires du monde occidental. Et donc, nous aurons à ce moment-là des taux d'intérêt plus bas que dans les autres zones monétaires. Dernier point qui correspond aussi à un débat qui a eu lieu en Europe et qui est resté confus, qui est la solidarité financière. Dans les crises des dernières années, pour les pays les plus fragiles, les plus endettés, il y avait une demande de dire mais il devrait y avoir une aide financière. Alors, comme vous savez, il n'en a pas eu. Il y a eu des aides concernant l'endettement, mais il n'y a pas eu d'aide concernant les déficits et les finances publiques. Et il n'y avait pas de système, d'ailleurs, le prévoyant dans les traités. Mais on pourrait l'introduire à partir d'une considération qui est simple, qui est que le même système fiscal appliqué dans des pays de richesses différentes produit des résultats différents. Dans certains pays, ça produit une abondance de ressources. Dans d'autres pays, ça produit des ressources un peu insuffisantes. Tous les États de type fédéraux connaissent ce problème et donc le traitent. Et il y a deux façons de le traiter. Il y a une façon de dire, dans ce cas-là, l'État central prend en compte un certain type de dépenses qu'il paye dans tous les États. C'est ce que font les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez beaucoup de dépenses qui deviennent des dépenses fédérales, c'est-à-dire c'est le budget américain qui paie, et ce ne sont plus les États. Mais en Europe, où nous sommes encore très éloignés de ce type de fédéralisme, et où d'autre part les États, le milieu politique, les milieux économiques et sociaux souhaitent garder des pouvoirs de décision et d'administration, il serait difficile d'appliquer ce système. Par contre, on peut appliquer le système qui est actuellement en vigueur dans un autre pays fédéral, qui est l'Allemagne. Dans la constitution allemande de l'après-guerre, il est prévu la solidarité financière entre les Länder. Il y a une fiscalité unique en Allemagne, elle produit des résultats différents suivant les Länder, et les Länder qui touchent le plus aident les Länder qui touchent le moins. C'est ainsi que les deux Länder du sud-ouest allemand, c'est-à-dire la Bavière et le Württemberg, font tous les ans des transferts importants en direction des Länder plus pauvres du nord-est du pays. Et dans le projet d'Europa, il faudra installer pour l'Europe un dispositif de ce type. Alors, je m'approche de ma conclusion, mais je voulais vous exposer l'ensemble. L'objectif, parce qu'on ne peut pas faire avancer un groupe, quel qu'il soit, sans lui indiquer un objectif. Et vous avez vécu les récentes élections européennes, françaises et ainsi de suite. Il n'y avait pas d'objectif. Il y avait juste l'objectif de se faire élire. C'est un objectif personnel respectable, mais qui n'est pas l'objectif pour les populations. Il n'y a pas d'objectif. Alors l'objectif à proposer aux citoyens sera de créer en Europe un territoire où toute personne et toute entreprise pourra travailler, produire
et investir en se déplaçant librement, en utilisant la même monnaie et en acquittant les mêmes impôts sur ses activités et les revenus qu'ils produisent. C'est-à-dire passer d'un espace fragmenté à un espace homogène pour toute la vie économique et financière. Et je crois que si cette vision, qui est d'ailleurs assez naturelle, qui est la vision d'origine, en fait, du marché commun, s'imposait, elle serait sûrement retenue par l'opinion publique. Alors, si j'avais eu le temps, mais je n'ai pas le temps, j'avais l'intention de vous parler un peu du débat sur l'austérité. Parce que je crois que c'est une manière inexacte d'aborder le problème. Les adversaires de ce qu'on appelle l'austérité reprochent aux pays qui sont proches de l'équilibre de rester dans l'équilibre et proposent qu'il y ait un débordement général des dépenses au-delà des normes prévues. Et ils accusent ceux qui le refusent d'empêcher la croissance et de maintenir un haut niveau de chômage. Mais c'est une vue très incomplète, en fait, parce que la dépense publique dans des pays déjà endettés, avec des charges très lourdes, ne peut pas générer de croissance. Et elle entraîne, malheureusement d'ailleurs, un endettement supplémentaire. Donc en fait, il faut qu'il y ait un double dispositif. Il faut une démarche en direction de l'équilibre, démarche qui peut être prudente, qui peut éviter les à-coups trop forts, mais en direction de l'équilibre et non pas en sens contraire, et en même temps, parallèlement, une politique qui vise à stimuler l'activité économique, mais pas au travers de la dépense publique. Et ça suppose une réflexion sur les causes de la crise en Europe, qui n'est pas jusqu'à présent menée très clairement à son terme. Cette crise est d'origine bancaire, au départ, relayée par les déficits budgétaires et la dette. Donc il faut traiter l'ensemble de ces sujets. Mais cela a conduit à une dépression de la volonté d'investir. Donc vous savez, depuis les travaux de Lord Keynes, que la seule façon de sortir d'une dépression, c'est par la reprise de l'investissement. Ça n'est pas par la reprise de la consommation, c'est par la reprise de l'investissement. Or, il n'y a pas, malheureusement, en Europe à l'heure actuelle, une stratégie forte de l'investissement. Ça n'est pas que les ressources n'existent pas, car il existe d'abondantes ressources, et de toute façon, les taux de la Banque centrale aux alentours de 0,15 ou 0,25 sont extraordinairement bas, et ils ne peuvent pas être baissés davantage. Donc le problème, c'est de voir comment rétablir dans l'économie européenne une stratégie d'investissement chez les chefs d'entreprise et en même temps dans le système bancaire. Et donc ça veut dire une double manœuvre, et pas une simple manœuvre. Une manœuvre des finances publiques où on se rapproche des objectifs fixés à un rythme raisonnable, et une manœuvre économique et financière dans laquelle on développe dans le dispositif les incitations à l'investissement productif. Je terminerai en vous disant que, en proposant tout cela, ça a l'air assez audacieux, enfin, vous m'avez l'air d'écouter avec beaucoup d'attention, je sais bien que c'est la tradition ici, qu'on est protégé par la traduction, mais ces propositions, en réalité, c'est simplement le point d'aboutissement du projet Schuman-Monet. Quand ils ont dit au départ, on met en commun certaines productions et on va avancer en direction d'un système fédératif,
en réalité, c'est ça qu'il voulait dire. On a avancé d'ailleurs en direction de ce système fédératif, mais on est actuellement à peu près à mi-chemin. Et la façon de franchir les dernières étapes, je terminerai par là, doit être originale et propre à une démarche européenne. Il ne s'agit pas d'ouvrir une grande négociation où les États membres arriveront avec des délégations nombreuses pour dire comment réforme-t-on nos systèmes fiscaux pour arriver à un système unique. Cette démarche ne peut pas aboutir. Cela consiste à faire monter la compétence fiscale du niveau national au niveau européen, c'est-à-dire de créer une compétence par changement de niveau. Ce sont actuellement des niveaux nationaux, on en fait un niveau européen. Et on dit, on va créer une fiscalité européenne, cette fiscalité européenne sera commune progressivement à l'ensemble des États membres. Si vous y réfléchissez, c'est ce qu'on a fait pour la monnaie. Pour la monnaie, on n'a pas fait négocier les banques centrales entre elles. On n'aurait jamais abouti d'ailleurs. On a décidé de créer une banque centrale européenne et de transférer à cette banque centrale européenne les compétences monétaires. Et ensuite, elle a commencé à les exercer de manière respectueuse des droits des différents États. Donc cela veut dire qu'il faut aller vers une fédération des États membres. Ça n'est pas une fédération des citoyens, parce que ça ne porte pas sur tous les droits des citoyens. Les citoyens gardent des droits nationaux, l'éducation, la santé, la justice, la culture, etc. C'est donc une fédération des États membres, et on apporte à cette fédération, en lui faisant monter des compétences nationales qu'on met au niveau de la fédération. Et la première pour laquelle il faudra le faire devrait être la fiscalité. Alors, voilà ce que je voulais vous dire à l'invitation de M. Malos. Je sais que tout ceci ne se fera pas tout de suite, mais la question est de savoir s'il y a un avenir. Et je crois que les sociétés humaines ne peuvent pas être heureuses sans avenir, sans l'idée qu'il y a un avenir pour elles. Or, à l'heure actuelle, depuis le début de la crise, et surtout le flottement dans la crise, l'opinion publique européenne fut amenée à considérer qu'elle n'avait pas d'avenir. Elle voit les grands pays émergents se développer, produire, monter leur niveau de vie, ainsi de suite, et elle n'aperçoit pas d'avenir pour l'Europe. Il faut donc remettre un avenir dans l'esprit des Européens. Et cet avenir, c'est celle de cette zone d'homogénéité économique et sociale à réaliser dans les meilleurs délais et qui changera leurs conditions d'existence. Ils seront libres d'aller où ils veulent et de travailler où ils veulent. J'ai relu récemment les mémoires très intéressants de Jean Monnet et il disait la chose suivante. Ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste ni pessimiste, c'est d'être déterminé. Eh bien, soyons déterminés, l'Europe nous en remerciera. Je vous remercie.